Voici le Midwest, et juste ici, c'est Chicago. Techniquement, cela fait partie de cette région, mais demandez à n'importe qui y est allé et il vous dira que ça ne donne pas vraiment cette impression. La taille est différente, la densité est différente, toute la culture est différente. C'est la troisième plus grande ville du pays avec une population de 2,7 millions d'habitants, alors que la ville qui vient juste derrière dans toute la région n'en compte qu'un tiers. Alors, comment cela s'est-il produit? Pourquoi Chicago est-elle si différente du reste du Midwest alors qu'elle en est la capitale? Tout commence par sa géographie. Regardez simplement où elle se situe. Elle est située au point le plus au sud où les grands lacs pénètrent dans le cœur agricole des États-Unis. C'est aussi, et c'est très important, exactement à l'endroit où une voie navigable du bassin des Grands Lacs, la rivière Chicago, se rapproche le plus d'une voie navigable du bassin du Mississippi, la rivière des Plains. Les voyageurs autochtones utilisaient ce point de portage depuis des siècles avant même que la ville n'existe. Donc, lorsque la frontière américaine a commencé à se développer rapidement au début du 19e siècle, toute cette nouvelle production agricole devait être acheminée vers les grands centres de population à l'est. Et le moyen le plus simple de le faire, après l'achèvement du premier mégaprojet d'infrastructure américain, le canal Erie, en 1825, était de passer par les Grands Lacs jusqu'à Buffalo, puis de descendre la rivière Hudson jusqu'à New York. Mais ce n'était que le début, car en 1848, le canal de l'Illinois et du Michigan a été construit, reliant la rivière Chicago et la rivière des Plains. Cette connexion a soudainement permis le transport de marchandises par péniche depuis pratiquement tout le tiers central des États-Unis vers tout le nord-est, et tout passait par Chicago. Mais ce n'était que la première des 3 choses monumentales qui allaient arriver à Chicago cette année-là. La première voie ferrée, la Galena and Chicago Union, a commencé à fonctionner tandis que la Bourse de commerce de Chicago a été fondée. Chacune de ces réalisations aurait été significative en soi. Elles ont placé Chicago sur une trajectoire unique dans la région, mais les chemins de fer ont été les plus déterminants. Le sénateur Stephen A. Douglas a conçu l'Illinois Central Railroad grâce à une législation fédérale en 1850, créant ainsi une compagnie ferroviaire agréée par l'État qui, à son achèvement en 1856, était la plus longue voie ferrée du monde. La même année, 10 grandes lignes de chemin de fer aboutissaient à Chicago, faisant de la ville le plus grand centre ferroviaire du monde. Maintenant, voici la partie que la plupart des gens ignorent. La domination de Chicago n'était pas inévitable. Elle a gagné parce que son plus grand rival a commis une erreur catastrophique. Saint-Louis était la plus grande ville à l'ouest du Mississippi et la deuxième plus grande ville portuaire du pays. Elle devait dominer l'intérieur du pays, mais les dirigeants de Saint-Louis ont rejeté les chemins de fer. Les intérêts liés à la navigation à vapeur ont empêché les permis pour construire des ponts ferroviaires sur le Mississippi. Le fleuve à Saint-Louis était trop large pour un pont. Donc les wagons devaient traverser en ferry, ce qui était lent et coûteux. Saint-Louis n'obtiendrait pas de pont ferroviaire direct sur le Mississippi avant 1874, soit plus de 2 décennies après que le réseau de Chicago ait déjà été établi. Le statut du Missouri en tant qu'État esclavagiste n'a pas aidé non plus, ce qui a repoussé les capitaux du Nord. Les investisseurs qui auraient pu financer la croissance de Saint-Louis ont plutôt redirigé leur argent vers Chicago. Ensuite, la guerre de sécession a scellé le sort de la ville. L'Union avait besoin de beaucoup de viande pour ses armées et Chicago a répondu à la demande. Pendant ce temps, les forces confédérées contrôlaient le bas Mississippi, étouffant le commerce fluvial qui reliait le Midwest au Golfe depuis des décennies, forçant tout le monde à utiliser les chemins de fer passant par Chicago. Et les résultats étaient stupéfiants. Entre 1840 et 1890, la population de Chicago a été multipliée par près de 250, passant de 4500 à 1,1 million d'habitants. Rien d'autre ne s'en approchait. Saint-Louis et Chicago étaient en fait au coude à coude vers 1870, avec chacune environ 300 000 habitants. Mais Saint-Louis n'a tout simplement pas pu suivre, atteignant seulement 450 000 habitants 2 décennies plus tard. Mais pourquoi une telle croissance? Que produit vraiment le fait d'être la plaque tournante du transport aux États-Unis? Dans une économie capitaliste industrielle, être au centre signifie non seulement faire transiter les marchandises, mais aussi chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple.
et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité. Le grain de l'intérieur du pays était envoyé à Chicago, où il était classé, regroupé et échangé comme marchandise standardisée. La Bourse de commerce de Chicago a créé des normes de classement dès 1857 et a introduit des contrats à terme standardisés en 1865, l'un des premiers marchés à terme de matières premières standardisés au monde. Dès 1854, Chicago revendiquait déjà le titre de premier port céréalier du monde. La transformation de la viande s'est concentrée aux Union Stockyards, où, en 1890, 9 millions d'animaux transitaient chaque année par ces abattoirs. Lorsque le wagon réfrigéré a été mis au point à la fin des années 1870, cela signifiait que la viande conditionnée à Chicago pouvait désormais être expédiée à New York et partout entre les deux. Pendant ce temps, le bois des forêts du Nord transitait par la ville en grande quantité, faisant d'elle le plus grand marché du bois au monde. Chicago est devenu simultanément le plus grand port céréalier, le plus grand marché du bois et le plus grand centre de transformation de la viande au monde. Vous voyez, être le centre crée une masse économique. La masse économique attire le capital attire les immigrants fournissent la main-d'œuvre attire plus d'industrie. C'est un cycle auto-renforçant qu'aucune autre ville ne pouvait reproduire, car le réseau ferroviaire était déjà verrouillé. La fenêtre pour concurrencer Chicago s'est refermée en une seule génération. À la fin du 19e siècle, Chicago était la deuxième plus grande ville des États-Unis, passant de la 92e à la 2e place en environ 50 ans. De nombreuses villes ont grandi à cette époque, mais devenir grande ne suffit pas à lui seul à rendre une ville différente. Pourquoi Chicago semble-t-elle être une ville si différente des autres du Midwest? La réponse commence quand tu t'abonnes à la chaîne. Je plaisante, ça commence avec une catastrophe. Le 8 octobre 1871, le grand incendie de Chicago s'est déclaré. En 3 jours, il a tué environ 300 personnes, laissé plus de 100 000 des quelques 300 000 habitants de la ville sans abri et détruit 17 000 bâtiments sur seulement 8,5 km². Les dégâts étaient évalués à près de 6 milliards de dollars en tenant compte de l'inflation. Mais voici le point important. L'incendie a épargné l'infrastructure industrielle. Les abattoirs, les silos à grains, les terminaux ferroviaires étaient pour la plupart intacts. Le moteur économique a survécu. Les investisseurs de l'Est l'ont vu et les capitaux ont aussitôt afflué. La première cargaison de bois pour la reconstruction est arrivée alors que le dernier bâtiment brûlait encore. Chicago était trop précieuse pour être abandonnée. Mais il a effectivement fallu reconstruire, surtout après un deuxième grand incendie en 1874, et cela a complètement transformé la forme physique de la ville. Chicago a imposé des constructions résistantes au feu dans toute la ville. Cela a conduit à l'innovation, la construction à ossature en acier avec un revêtement en terre cuite. Comme Chicago était bâti sur des terrains marécageux, les ingénieurs ont choisi des structures en acier s'élevant plutôt que s'étendant, donnant ainsi naissance au gratte-ciel. Le Home Insurance Building, achevé en 1885, est largement considéré comme le premier au monde. Il ne comptait que 10 étages, mais c'était le début de quelque chose de plus grand. La ville reconstruite était dense, verticale et organisée en une grille uniforme de petits blocs accessibles à pied. La texture urbaine ainsi créée évoque Philadelphie ou New York, mais rien d'autre dans le Midwest. Puis est arrivé le L, la première ligne surélevée de Chicago inaugurée en juin 1892. En 1897, le Union Loop reliait toutes les lignes surélevées à travers le centre-ville, donnant littéralement son nom au quartier des affaires, le Loop. En 1909, Chicago possédait l'un des meilleurs réseaux de transport rapide au monde. La même année, un homme nommé Daniel Burnham publia le plan de Chicago, l'un des premiers plans urbains complets de l'histoire américaine, commandé non pas par le gouvernement municipal, mais par le Commercial Club, l'élite des affaires de Chicago. Le plan était ambitieux. Un système de boulevards unifié, un réseau de parcs régionaux et surtout une déclaration affirmant que l'ensemble du littoral appartenait au public, non aux promoteurs, non aux gares de triage,
mais au peuple. Ce principe unique explique pourquoi Chicago possède aujourd'hui 26 miles de littoral public ininterrompu, alors que des villes américaines comparables ont cédé le leur à l'industrie il y a un siècle. Contrairement à beaucoup de grands plans urbains, celui-ci a été au moins partiellement réalisé. Les parcs, les boulevards, les institutions civiques que Burnham avait planifiées ont été construits au cours des décennies suivantes, ancrant une identité physique qu'aucune autre ville du Midwest n'avait l'échelle ou l'ambition de reproduire. Le moment où tout cela s'est produit était crucial. Laissez-moi expliquer. Si Chicago avait connu sa forte croissance démographique, quelques décennies plus tard, comme Los Angeles, elle serait sans doute moins dense et moins praticable à pied aujourd'hui. Mais Chicago était déjà la deuxième plus grande ville des États-Unis, abritant 2,2 millions d'habitants en 1910. Aujourd'hui, d'autres grandes villes du Midwest, comme Indianapolis ou Columbus, encore petites à l'arrivée de l'automobile, ont pu se développer autour de la voiture. Chicago diffère par son époque de développement, mais la ressentons autrement. Et qu'en est-il des habitants? Eh bien, c'est là que deux vagues massives de migration ont donné à Chicago un ADN culturel complètement différent du reste du Midwest. La première était la vague d'immigration initiale. Les chemins de fer et les usines cherchaient de la main-d'œuvre qui l'ont trouvée partout: Pologne, Irlande, Allemagne, Italie, Tchéquie, Lituanie, entre autres. En 1890, 79% des habitants de Chicago étaient soit nés à l'étranger, soit enfants d'immigrants. Chicago comptait plus de Polonais que n'importe lequel des 5 arrondissements de New York. C'était la troisième plus grande ville tchèque au monde après Prague et Vienne. Ces communautés ne se sont pas fondues dans une identité typiquement du Midwest composée principalement de Scandinaves et d'Allemands. Ils ont créé des quartiers, des institutions et une attitude, une franchise et une absence de prétention propre à la classe ouvrière qui se distinguent totalement du reste du Midwest et de sa politesse. La nourriture, la pizza à pâte épaisse, le hot dog à la Chicago et le sandwich au bœuf italien. Ce ne sont pas seulement des plats. Ce sont des témoins d'une culture ouvrière et immigrée complexe, sans véritable équivalent ailleurs dans la région. Chicago est aussi la seule ville du Midwest qui accueille les 5 grandes équipes sportives professionnelles. La deuxième vague fut la Grande Migration, le déplacement massif d'environ 6 millions d'Afro-Américains du Sud vers les villes du Nord et de l'Ouest entre 1910 et 1970. Chicago était une destination majeure pour ceux qui cherchaient des emplois industriels, une liberté relative et un moyen d'échapper aux lois Jim Crow, système de ségrégation raciale appliqué dans tout le Sud. La population afro-américaine de Chicago est passée d'environ 44 000 en 1910 à plus d'1 million en 1970. Cette vague n'a pas seulement grossi les effectifs, elle a changé la culture américaine. Louis Armstrong a suivi King Oliver de la Nouvelle-Orléans à Chicago en 1922, transformant ainsi le jazz. Muddy Waters est remonté du Mississippi en 1943, a branché une guitare électrique et a contribué à inventer le blues de Chicago. Ces deux vagues, la classe ouvrière immigrée et la grande migration, se sont superposées pour produire une ville dont l'identité est véritablement unique. Mais il y a un autre facteur qui rend Chicago unique: l'économie. Au milieu du XXe siècle, le Midwest, en particulier les régions de la Rust Belt comme Détroit, Cleveland, Milwaukee, Saint-Louis et bien sûr Chicago, connaissait un essor grâce à la fabrication et à l'industrie lourde. Puis la désindustrialisation a frappé comme une boule de démolition. Détroit est passé d'une population de 1,85 million en 1950 à 620 000 en 2020, soit une baisse de plus de 65%. D'autres villes ont aussi connu une baisse similaire et Chicago a également été touchée. Entre 1963 et 1982, près de 21 000 usines ont fermé dans tout le Midwest. Ce n'est pas l'histoire de la façon dont Chicago a évité la désindustrialisation, mais de comment elle y a survécu, contrairement à beaucoup d'autres villes de la Rust Belt qui ont été vidées de leur substance. L'emploi manufacturier dans la ville est passé de 668 000 emplois en 1947 à 66 000 en 2013, soit une baisse de plus de 90%. Pourquoi Chicago n'a-t-elle pas décliné? La réponse tient à son histoire. Rien ne pouvait lui ôter son statut de plaque tournante logistique de l'Amérique, donc son rôle central dans le commerce restait assuré. Les marchés de matières premières ont évolué en marchés financiers, accompagnés d'une économie de services professionnels. Si vous êtes l'endroit où tout se négocie, vous finissez par devenir l'endroit où la négociation elle-même devient le produit. Aujourd'hui, Chicago a l'économie la plus diversifiée parmi les grandes villes américaines. Qu'est-ce que cela a produit? Eh bien, Chicago est la seule ville mondiale de tout le Midwest et une ville alpha selon le classement du GAWC. La métropole compte plus de 9,6 millions d'habitants, soit plus du double de la seconde plus grande du Midwest.
C'est l'une des rares villes américaines où l'on peut réellement vivre sans voiture, grâce au métro aérien et au réseau de bus. Sa localisation dans le Midwest la rend aussi bien moins chère que New York et Los Angeles, les deux seules villes plus grandes. Pour de nombreux habitants du Midwest, Chicago évoque davantage un grand Milwaukee qu'une petite New York. C'est une culture de grande ville vue à travers le prisme du Midwest. Ces villes ont grandi ensemble autour de l'industrie des Grands Lacs. Certains voient même Chicago plus comme une ville des Grands Lacs que du Midwest. Cependant, dès que l'on s'éloigne vers les quartiers plus éloignés du centre-ville, la ville commence rapidement à dégager une ambiance plus typique du Midwest. Malgré l'apparence de la ville, les habitants de Chicago sont généralement plus humbles, amicaux et ressemblent davantage aux autres habitants du Midwest qu'à toute autre population en dehors de la région. Ce n'est pas une mauvaise chose non plus. New York et Los Angeles sont ouvertes sur le monde, tandis que Chicago incarne l'Amérique, ce qu'elle doit à sa position dans le Midwest. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.